Bonsoir à tous sur Tandémis 2.0, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission avec un nouvel invité et un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Aryeh Abitbol, le tout nouveau directeur général de l'Agence juive pour Israël à Paris. Bonsoir Aryeh. Bonsoir Galit. Comment vas-tu ? Très bien et toi ? Très bien, merci. Je précise juste pour nos spectateurs et nos auditeurs que nous nous tutoierons pendant cette interview parce que nous avons la chance de nous connaître un petit peu en dehors de ce plateau. Tout à fait. Alors Aryeh, toi-même, tu es ce qu'on appelle un olé vatique puisque tu as débarqué en Israël directement de ton Maroc natal à l'âge de 18 ans, bac en poche et tout seul. Tout à fait. J'ai en fait, très souvent on me pose la question quand on m'entend parler français en me disant tu as fait ton allié de France et j'ai besoin à chaque fois de rectifier que contrairement à la plupart des francophones, j'ai fait mon allié du Maroc, alors d'une petite communauté. C'est pas le moment peut-être d'en parler, mais en tout cas, c'est vrai que c'était une alia, on va dire, un petit peu différente parce que du Maroc, c'est compliqué. C'est en général pas tout à fait officiel. Oui. Et donc, voilà, c'est tout une péripétie un petit peu différente du cursus classique d'un jeune qui fait son alia de France. Alors, toi, déjà, à l'âge de 15 ans, tu avais décidé que c'était ici que tu voulais faire ta vie parce que, dis-tu, c'est en Israël, on est acteur de notre histoire. Alors, est-ce qu'avec ce nouveau challenge de directeur de l'Agence juive à Paris, tu as l'impression d'en être pleinement l'acteur ? Tout à fait, c'est une boucle qui se ferme pour moi parce que quand on m'avait dit cette phrase-là, cette fameuse phrase quand j'ai eu 15 ans et qui a fait un tilt chez moi, c'était quelque chose sur lequel, pour moi, j'allais travailler uniquement pour moi, pour mon avenir, pour construire mon avenir. Et aujourd'hui, je suis heureux et ému et je sens le poids de devoir aussi aider peut-être des centaines, voire des milliers de personnes à faire aussi ce choix d'être acteurs de leur histoire. De leur histoire en Israël. Alors, tu arrives en Israël à 18 ans, on l'a dit. Tu entres directement en premier cycle à l'Université hébraïque de Jérusalem, d'où tu sors diplômé en relations internationales et sciences politiques. Est-ce que tu savais déjà à cette époque que tu voulais te lancer dans une carrière entre guillemets politique, que tu voulais influer sur la vie des gens ? Tout à fait, j'avais un rêve qui faisait sourire pas mal en disant je voulais être Premier ministre. Mais en fait, quand je disais ça naïvement à l'âge de 15-16 ans, depuis l'âge de 15-16 ans, c'était surtout l'envie d'influencer ce pays à ma manière. Donc oui, je savais que j'avais envie de faire une carrière dans la fonction publique, aider et influencer du mieux que je peux. Bon, Premier ministre, tu es encore jeune, hein, tu as encore des années devant toi, si Dieu veut, pourquoi pas. Et donc, tu finis ce cursus universitaire, en tout cas ce premier cycle, et puis à 21 ans, tu t'engages dans Tsahal, donc à 21 ans, comme je le disais, alors que tout le monde, quand tu entres, tu es avec des camarades qui en ont à peine 18. Est-ce que tu considères que pour les jeunes qui arrivent en Israël, Tsahal est un passage obligé pour une bonne intégration ? Alors, Tsahal ou le Shirut Leumi, le service civil, ça va dépendre s'il s'agit d'un garçon, d'une fille, de quel cursus elle vient, etc. Mais oui, clairement, je pense qu'il faut donner à Israël aussi. Il ne faut pas uniquement recevoir. C'est quelque chose de très important. C'est un principe. D'une part, sur le principe et d'ordre moral, on reçoit énormément de l'État d'Israël et je pense qu'on doit donner. Mais hormis cela, même dans l'intérêt personnel du jeune, l'armée ou le Shirut Leumi ajoute énormément. Moi, personnellement, ce sont les plus belles années de ma vie, ce sont les plus belles expériences que j'ai eues, humaines, au niveau de l'expérience, au niveau de l'assurance. J'étais quelqu'un d'extrêmement timide, je n'osais jamais parler en public et je me suis retrouvé à faire des choses assez extraordinaires dans mon service, à parler à des pilotes de chasse, à leur expliquer des choses, enfin bref, énormément de choses que j'ai fait pendant mon service que je n'aurais jamais imaginé pouvoir faire. Et c'est ça la magie de l'armée, c'est qu'on arrive et que si le premier jour on m'avait dit Aryeh, tu vas faire, voilà le scénario de ce que tu vas faire pendant tes 3 années, jamais j'aurais cru que moi j'aurais été capable de faire ces choses-là.
Alors après l'armée, Arié, tu reprends tes études toujours à l'Université hébraïque de Jérusalem, à l'Institut du judaïsme contemporain, où tu te spécialises dans les communautés juives d'Europe. On a l'impression, effectivement, que tu avais déjà une sorte de plan de carrière, une idée précise de ce vers quoi tu voulais t'orienter et qui jalonne finalement toute ta vie professionnelle jusqu'à aujourd'hui, participer à faire venir des Juifs en Israël. On a l'impression que c'était vraiment déjà ta destinée, j'ai envie de dire. Alors, c'est marrant que tu dises ça et tu formules ça de cette manière-là, mais j'ai toujours voulu fuir ma destinée, mais sans m'en rendre compte, il y avait quelque chose qui me menait vers là-bas. D'ailleurs, pendant toutes mes années de carrière dans le domaine, très souvent, on m'a proposé des postes parfois bien mieux rémunérés, bien plus gratifiants au niveau des conditions, mais j'ai toujours, à la dernière minute, je me suis toujours dit non, non, finalement, c'est ici que je dois rester. Et c'est vrai qu'à l'époque, je n'avais pas du tout d'objectif ni de j'avais 24 ans, je venais de me marier, je travaillais dans un internat, j'avais besoin de faire un master parce qu'on nous a défini prédestinés quand on était jeune à toujours faire la licence, le master, voire plus. Et donc j'ai cherché un master qui me correspondait. J'ai commencé en relations internationales et en fait je trouvais ça redondant. Je retrouvais pas quelque chose qui m'apportait. Et dès que j'ai vu ce master-là dans la liste des masters existants, il y a quelque chose en moi qui est inexplicable, qui m'a dit c'est peut-être là-bas que tu dois aller. Et le domaine m'a passionné. Bon. Alors après quelques années, donc je passe je fais l'impasse sur quelques années de ta vie, mais après quelques années, tu pars en shlichut déjà au sein de l'agence juive en France et en Belgique. Tu deviens directeur ensuite de la division européenne de l'expérience israélienne, la Chavaya israélite, une filiale d'ailleurs de l'agence juive qui gère les programmes Massa et qui a fait venir dans le cadre de ce programme des milliers de jeunes juifs en Israël. Ça a été à l'occasion, donc ce poste que tu as quitté pour le poste que tu occupes actuellement, ça a été en fait l'occasion pour toi de réunir les deux activités qui te passionnent et qui ont jalonné ta carrière, la politique et l'éducation. Tout à fait. D'abord, c'est un poste comme quoi dans la vie, parfois, on a des plans. J'ai dit que je le ferais 3 ans, parce que j'ai estimé que tout mon parcours jusqu'à présent, c'était 3 années. Donc, je me suis dit, je fais un mandat de 3 ans et je m'en vais. Et je suis tombé amoureux du domaine. D'abord, aussi de la société dans laquelle j'ai travaillé, l'expérience israélienne, qui m'a laissé vraiment travailler comme je le voulais. Ça a été 9 très belles années, à tel point que même quand on m'a proposé le poste de direction de l'agence juive, j'ai hésité à prendre le poste tellement j'aimais ce que je faisais. Et donc, j'avais cette liberté d'action et aussi la possibilité d'allier à cela d'autres projets, notamment des projets dans le domaine politique, des projets dans le domaine social, un petit peu toutes sortes de projets en parallèle de mon travail. Alors après ces longues années à t'occuper de l'Alia des jeunes, c'est finalement en toute logique que tu as pris il y a seulement quelques semaines la tête de l'agence juive à Paris, qui chapeaute donc l'Alia de France, mais pas uniquement, aussi celle de Belgique et de Suisse. Donc en pleine crise sanitaire, en plein reconfinement en France, avec une communauté juive qui a été très touchée par la première vague au printemps dernier, et un climat sécuritaire très compliqué en France, comment est-ce que toi, tu arrives et tu abordes cette nouvelle mission ? Alors d'abord, c'est vrai que quand on m'a proposé le poste, c'était avant le début de l'épidémie, ou en tout cas c'est une épidémie dont on entendait vaguement parler en Chine, mais on n'imaginait pas ce que ça deviendrait. Et c'est vrai que paradoxalement, plus le temps passait, plus on rentrait dans cette crise-là, et plus ça m'a donné l'envie de prendre ce poste, parce que j'estime, et c'est ma vision un petit peu des choses dans la vie, qu'une crise, c'est quelque chose de constructeur, c'est quelque chose avec lequel après, comme une pâte à modeler, on peut remodeler les choses, on peut retravailler. Et tu sais que la France et l'Europe est quand même lié à ses traditions, et tout reste très souvent assez gelé. Et je me dis que cette crise-là m'aiderait à redistribuer les cartes et me permettrait d'avoir un nouveau challenge. Et donc, c'est ça qui m'a intéressé dans cette situation-là. Alors, certes, c'est pas évident. Je suis moi-même à mon 3e confinement en quelques mois. Je crois que je vais avoir le record du nombre de confinements, sans parler du fait que quand je rentre en Israël, je dois faire encore 2 semaines.
d'isolement. Donc, c'est pas évident, mais je vois déjà les opportunités, je vois déjà la lumière au bout du tunnel. Alors justement, j'allais te demander dans quel état est-ce que tu as déjà pu, même si tu viens d'arriver, ça fait seulement quelques semaines, prendre la température et dans quel état tu la trouves, cette communauté juive? Alors, c'est vrai qu'en plus, je suis arrivé dans les 2 semaines où il a été décidé du reconfinement. Il y a eu les attentats en France. Donc, c'est une période pas facile du tout. Mhm. C'est une communauté un peu fatiguée de cette situation, tout comme nous, on l'est en Israël, de temps de confinement, de situation économique précaire pour certains. Il ne faut pas oublier que certains sont des commerçants et que quand leur commerce est fermé parfois entre 4 et 5 mois, c'est extrêmement compliqué. Alors il y a des aides de l'État, certes, mais ça ne suffit pas, on le sait. Aussi en Israël, nous avons le même problème. C'est une communauté qui a peur aussi parfois de cette situation qui évolue en France. Il faut bien comprendre que ce qui s'est passé ces dernières semaines est quelque chose qui effraie un petit peu les gens parce que somme toute, d'une affaire, d'un fait divers, on s'est retrouvé avec une série d'attentats en France Mhm. et les gens comprennent bien que malheureusement, c'est quelque chose qui peut se renouveler. C'est pas une situation figée ou qui arrive qu'une seule fois. Et c'est également une communauté qui a envie profondément de retourner en Israël. Et je le dis et je l'ai soulevé auprès de tous les dirigeants et décisionnaires, que ce soit en Israël ou que ce soit en France, que je comprends et cette situation, cette envie de voyager pour retrouver ses proches. Donc, c'est une situation qui n'est pas simple pour la communauté, Mhm. mais elle le fait avec beaucoup de noblesse, avec beaucoup d'amour pour Israël. Elle ne juge pas Israël sur cette situation, même si elle est triste, même si elle est déçue de cela, de cette situation. Et c'est tout à son honneur. Alors, est-ce que justement ce contexte, le contexte actuel, ne risque pas d'engendrer une alia plus de dépit et de peur plutôt qu'une véritable alia sioniste et idéologique? Alors, de manière générale, hormis certaines périodes de l'histoire de France et de l'ALIA de France, et je pense que la plupart des fois, ce qui se passe, c'est qu'il y a un réservoir de personnes qui euh, euh, ont été éduquées dans le sionisme, dans l'amour d'Israël. C'est quelque chose qui passe à travers l'école juive, à travers les communautés, un petit peu partout. Et il y a un déclic qui va amener à l'ALIA. Hum. Donc je ne crois pas qu'il existe des scénarios dans lesquels, à part peut-être après l'année 2015 où il y a eu une vraie panique autour de l'attentat de l'hypercacher, je ne pense pas qu'il y ait une situation dans laquelle les juifs se lèvent du jour au lendemain et décident de partir. C'est toujours une réflexion qui arrive à aboutir à un moment ou à un autre. Maintenant, il est clair que cette situation-là, de confinement, de situation économique difficile et de situation sécuritaire pas évidente en France, fait beaucoup réfléchir la communauté. On reçoit énormément d'appels. On a fait hier une porte ouverte par le biais de notre page Facebook et il y a eu plus de 100 personnes qui sont venues écouter. Donc il y a un intérêt, un regain d'intérêt autour d'Israël. De là à dire qu'il y a une alia de panique, non. Aujourd'hui, on le voit d'ailleurs. Ceux qui nous contactent pour faire leur alia ces mois-ci, à partir du mois de novembre et je pense pour les mois à venir, parce qu'on voit les dossiers, ce sont plus des retraités, des gens qui n'ont pas besoin de travailler, qui ont des situations stables, qui ont peut-être parfois des maisons en Israël, des enfants qui font des allers-retours. Les familles commencent à se projeter pour l'été 2021. Donc je ne sens pas un vent de panique, mais un regain d'intérêt pour l'ALIA, clairement. D'accord. Alors, le rôle de l'agence juive, est-ce que d'après toi c'est un rôle exclusivement d'accompagnement ou est-ce que ça consiste également à pousser, à provoquer l'ALIA? Euh, je pense que dire qu'on est capable de provoquer l'ALIA serait de dire qu'on est capable d'influencer une décision familiale, personnelle, professionnelle. Je n'ai pas cette prétention-là. Je pense que nous sommes capables d'aider les gens qui veulent partir. Nous sommes capables de leur donner des éléments pour leur faciliter la décision. Mhm. Parfois, les gens hésitent, très souvent.
ils ont des problèmes auxquels ils veulent avoir des solutions. Est-ce que je vais pouvoir trouver une bonne école pour mes enfants? Est-ce que je vais avoir une parnassa en Israël? Est-ce que je vais pouvoir trouver un cadre de vie qui me convient? Est-ce que je vais pouvoir, si j'ai des problèmes de santé ou si j'ai un enfant avec handicap, trouver des solutions pour lui? Toutes ces questions-là, ils viennent nous les poser. Si on donne les bonnes réponses de manière transparente, naturellement, aux gens, alors oui, ça peut influencer. Dans ce sens-là, on peut influencer. De là à ce que, parce que j'ai parlé à tel ou tel média ou qu'une partie de notre équipe est allée parler à tel ou tel endroit, on a réussi à changer la décision d'une personne, je ne crois pas qu'on ait ni cette capacité, ni cette prétention. Alors, souvent, justement, les Olim de France, qui ont déjà fait la démarche, qui sont déjà ici en Israël, se plaignent de n'avoir pas été suffisamment informés, préparés aux difficultés qu'ils rencontrent une fois ici, une fois en Israël, que ce soit en termes d'éducation des enfants, comme tu le disais, ou en termes de perspectives professionnelles. Est-ce que tu penses que cette critique, elle est justifiée, et est-ce que tu penses avoir les outils et la possibilité d'y répondre en tant que directeur de l'agence juive? Je vais te répondre simplement, c'est un tango, ça se danse à deux. C'est-à-dire qu'il faut des deux côtés. Il faut d'une part que nous améliorions notre façon de travailler pour donner le plus d'informations aux gens en amont. Et je suis en train de travailler, de plancher là-dessus. Justement, j'ai passé la moitié de ma journée aujourd'hui à réfléchir à un processus pour avoir le plus en amont le holé dans notre bureau pour lui donner les informations. Si tu veux, après, j'expliquerai un petit peu de quoi il s'agit. Bien sûr, mais vas-y. Voilà, Ça nous intéresse. l'idée, c'est d'une certaine manière de pouvoir rencontrer toute personne qui s'intéresse à l'ALIA en rendez-vous personnalisé. Alors, c'est un énorme pari, parce qu'on a énormément de demandes, énormément de gens intéressés. On a quasiment 50 à 70 personnes dans chacune de nos réunions d'information, ce qui voudrait dire voir énormément de personnes. Mais c'est un défi qu'on va essayer de relever avec l'équipe qu'on est ici, avec le dévouement qu'il y a de toute l'équipe que je salue et qui travaille jour et nuit pour aider les Olim. Ça, c'est d'une part notre part du tango. Et l'autre part, je dirais, il faut aussi que les Olim de France viennent et s'intéressent et posent les questions en amont et préparent une alliance en amont. Aujourd'hui, il est possible de faire un ulpan depuis la France sans aucun problème. Les ulpans sont subventionnés par l'OSM, l'Organisation sioniste mondiale. Il est possible, en amont, de vérifier les équivalences des diplômes de chacun, de manière à faire parfois même des équivalences. Par exemple, l'AFJA, une association avec laquelle on est partenaire, organise des équivalences pour les avocats. Pour les médecins, il y a possibilité de vérifier tous les documents qui sont nécessaires. Il n'y a pas besoin d'équivalence. Il faut simplement s'organiser avec tous les documents nécessaires, etc., etc. Donc, on peut s'organiser au niveau professionnel, on peut s'organiser au niveau de la langue, de l'apprentissage de la langue, et on peut surtout s'organiser au niveau de l'éducation. J'ai fait le tour avant de venir en France de quasiment tous les proyectorimes, c'est-à-dire les responsables au sein des mairies de l'intégration des Olim. Et tous m'ont supplié, tous m'ont dit la même chose. Je t'en prie, Arié, demande aux Olim de nous contacter le plus tôt possible dans le processus. On est là pour eux, on veut travailler pour eux. En janvier-mars, c'est la meilleure période pour nous. C'est la période dans laquelle on a déjà aidé les Olim qui sont déjà arrivés et on attend les Olim de l'année d'après. Il faut absolument qu'à ces périodes-là, ils nous contactent parce que c'est le meilleur moment. Quand ils nous contactent en juillet-août et que c'est déjà très compliqué parce que les inscriptions à l'école sont déjà bien avancées, qu'il n'y a pas forcément des places partout dans toutes les écoles, ça devient compliqué. Donc, on a véritablement la possibilité d'aider l'OLE et de lui faire tout un processus. Aujourd'hui, je discutais avec les responsables du hub de l'emploi de Kalita et on parlait notamment des formations professionnelles. Il y a aujourd'hui la possibilité de faire des tests en amont de personnalité pour vérifier un petit peu quelles sont les formations qui correspondent à telle ou telle personne. On a la possibilité de préparer le dossier en amont pour le holé, vérifier les coûts. Alors justement, par exemple, ces bilans-là, ces bilans de professionnels, etc., pour les gens, est-ce que vous allez avoir la possibilité de les faire sur place ou est-ce que tu vas les orienter vers Kalita et le hub de l'emploi, toi plutôt? C'est en marche, c'est en cours. On essaye de vérifier, d'avoir une autorisation de faire ces formations-là depuis la France. Donc, on travaille en amont pour essayer d'améliorer les choses. Mais ce qui est très important d'expliquer à nos auditeurs, c'est que vraiment,
une alia se prépare. Je vois un petit peu ce qui se passe dans les autres pays parce que en travaillant à l'expérience israélienne, j'ai vu un petit peu la mentalité des autres pays et des autres endroits. Un Américain va préparer en moyenne une alia 1 an et demi avant. Un juif de Russie également, à peu près 1 an avant. Mhm. Malheureusement, la spécificité du judaïsme français, c'est parfois, on les aime, mais de les prendre à la dernière minute. Mm. Et c'est extrêmement important de travailler. Donc oui, j'accepte la critique de la préparation, mais on a besoin d'être à deux là-dedans. Mhm. C'est-à-dire que nous, on va améliorer les processus, mais c'est également le devoir du Olé de se renseigner le plus tôt possible. Alors, est-ce que, Arié, toi, quand tu as pris ton poste, est-ce qu'on t'a donné, on t'a fixé ici en Israël des objectifs quantitatifs préétablis? Est-ce que tu as un nombre minimum de juifs à faire monter par an ou pendant ta période, ton mandat? Merci de m'aider à détruire ce mythe qui est celui du paiement ou du pourcentage payé par le nombre Alors, de livres montés. pas Non, mais je pensais pas forcément à une prime d'objectif, mais je le dis sur le ton de la plaisanterie parce que, non, pas du tout. On est là pour aider les Olim, l'État d'Israël, le ministère de l'Intégration, OFEC israéli, l'OSM et nous pour aider le plus de gens qui désirent monter en Israël de monter, mais ce n'est pas un objectif. Mhm. L'objectif, c'est vraiment d'aider chaque personne qui le veut. L'agence juive n'a pas fermé ses portes quand on est redescendu à 2000 Olim et ne s'est pas agrandi de fois 2 quand on a eu 7 à 8 000 Olim. On continuera à travailler, quel que soit le nombre d'Olim, de manière à permettre aux Olim de monter de la meilleure manière possible. C'est le rôle de la Sorknout depuis la création de l'État d'Israël et même avant, et ça continuera à être le rôle sans aucun objectif de chiffre. Alors justement, tu parlais de la Sorknout. Historiquement, l'agence juive, c'est l'organe qui fait le lien entre Israël et les communautés juives de la diaspora. Comment aujourd'hui cette prérogative s'inscrit dans la mission de l'agence juive? On a l'impression que son rôle, finalement, c'est d'ouvrir des dossiers administratifs et d'organiser des charters vers Israël. Est-ce qu'on a du mal à percevoir le champ d'action, en fait? C'est une très bonne question. Merci de ta question parce que très souvent on me demande ça et en général quand on va m'appeler pour me demander quelque chose, c'est pour me dire comment avance le dossier de ma tante ou de mon cousin ou de mon fils. D'abord il faut savoir que historiquement, depuis la création depuis la sortie de travail en France, il y a toujours eu des départements d'éducation qui s'occupent des jeunes dans les écoles juives, dans les mouvements de jeunesse, dans les communautés. On vient intervenir. Là, je suis en train d'organiser une caravane qui aura lieu dès lors que le déconfinement commencera en France pour aller parler dans les petites communautés, pour essayer de les encourager avec nos différents shlichim. Il faut savoir qu'on a une équipe de 10 shlichim en France qui sont là, qui travaillent dans les mouvements de jeunesse, que ce soit la Bonim Dror, que ce soit le Shomer Hatzaïr, le Bnei Akiva. On a 3 shlichot qui s'occupent de travailler avec les étudiants dans les campus, dans les écoles, et sur tous les sujets, sur le renforcement de l'identité juive, du pont entre les écoles des deux pays. On est en train d'organiser un grand événement entre des écoles de Jérusalem et des écoles en Israël. On cherche d'ailleurs des partenaires pour faire ce lien entre les élèves de Jérusalem et les élèves de certaines communautés en France. Donc, on travaille énormément sur l'éducation, sur le renforcement de l'éducation. J'ai eu l'occasion de parler la semaine dernière avec les EI qui vont avoir un de nos shlichim qui va intervenir auprès de leur camp par rapport au rapport à Israël. On travaille également sur la hasbara, sur la délégitimité ou la légitimité d'Israël dans les campus. Donc on travaille sur énormément de sujets et oui, nous nous voyons comme l'acteur qui lie les communautés à Israël, de la même manière que quand la communauté a des doléances à faire par rapport à Israël, notamment en ce moment par rapport aux entrées, aux sorties sur le territoire israélien, c'est par nous qui passe et c'est nous qui intervenons pour essayer d'influencer le gouvernement par rapport à cette situation-là. D'accord. Oui, effectivement, c'est vraiment un sujet et je pensais que justement c'était uniquement vers l'ambassade qu'on pouvait se tourner. Donc c'est important ce que tu dis parce que je pense que ça va intéresser beaucoup
de nos auditeurs de savoir qu'on peut aussi... Exactement, nous n'avons pas autorité à faire rentrer, je précise. Non, bien sûr, mais au moins tu peux Pas renseigner. seulement le consulat répond à ces questions-là, mais Mhm, simplement au niveau je dirais, politique, le président de l'agence juive, Bougie Herzog, intervient et a parlé avec les responsables de la communauté juive de France il y a quelques jours pour écouter leurs doléances et essayer mhm, d'influencer le gouvernement sur cette situation-là. Il faut bien savoir que notamment les participants des programmes Massa ont pu rentrer sur le territoire israélien grâce à l'intervention de Bougie Herzog mhm. et beaucoup encore de situations sur lesquelles l'agence juive influence le gouvernement pour changer les règles et la politique. Alors, on l'a compris, ton domaine de prédilection, c'est l'éducation, c'est la jeunesse. Euh, Est-ce que toi, est-ce que, en gros, est-ce que tu considères ton travail comme effectivement devant se concentrer, ton mandat comme devant se concentrer sur la jeunesse, sur l'ALIA des jeunes, sur les faire venir avec les orienter vers le programme Massa, après les orienter vers l'armée. Est-ce que tu considères ça comme une continuité logique finalement par rapport à la travail israélite? Tout à fait, c'est une continuité. Alors on s'occupera de tout le monde et c'est notre devoir, mais il est vrai que la priorité pour nous, et d'ailleurs pas que pour nous, c'est-à-dire que quand on parle avec les communautés, quand on parle avec des parents, ils nous disent prenez nos enfants, c'est-à-dire aidez-nous à faire partir nos enfants parce qu'on comprend que leur avenir est en Israël. Et c'est clairement le message duquel on veut faire passer. C'est la raison pour laquelle sur les 10 shlichim que nous sommes sur la délégation en tout cas française, nous avons également des shlichim en Belgique, nous sommes uniquement deux à nous occuper, je dirais, de tous les autres publics, moi et mon adjoint Benjamin Tuitou, et tout le reste de la délégation s'occupe des jeunes. Donc c'est un message clair qu'on fait passer, priorité aux jeunes, on veut les aider, d'abord parce que certains d'entre eux vont rentrer dans les campus des universités ou sont déjà dans les campus des universités. Il est très important pour nous de leur faire passer des valeurs d'identité juive et de leur donner la fierté d'appartenir à ce peuple en espérant qu'un jour ou l'autre, ils viendront faire une expérience court terme, long terme, ça peut être Taglit, ça peut être Massa, ou ça peut être l'Alia, venir vivre une expérience Israël pour encore renforcer cette identité, et qui sait peut-être au final décider à un moment ou à un autre de faire leur Alia. Et tout à l'heure, on parlait du fait de la décision de partir en Israël. Parfois, beaucoup de gens me disent, pas parfois, beaucoup de gens me disent, tu sais, à 18 ans, j'ai pensé partir, on m'avait parlé de tel ou tel projet, je ne l'ai pas fait. Aujourd'hui, j'ai 45 ans, et c'est maintenant que j'ai décidé de partir. Et parfois, ce bourgeonnement-là prend un certain temps, et c'est la raison pour laquelle il faut travailler dès maintenant avec cette jeunesse-là. Alors, tu sais, Arié, tu as un petit peu, tu l'as déjà un petit peu fait là dans ta dernière réponse, mais en Israël, quand on investit un nouveau poste, quand on devient, je sais pas, même une nouvelle méchanechet, une nouvelle prof principale d'une classe ou un nouveau directeur d'école ou un nouveau poste de direction, on a l'habitude de dire le anima amin, ta vision à toi de la mission qui t'a été confiée. Quels sont les objectifs personnels que tu t'es fixés en acceptant ce poste de directeur général de l'Agence juive à Paris? C'est une grande question que je ne me suis pas posée de cette manière-là, mais je vais essayer d'y répondre malgré tout. Je pense que l'objectif principal, c'est d'être là, d'être euh, ma, mon commandant à l'armée de base. Une fois, il m'a confié une mission ma première mission pour gérer une équipe de personnes en tant que mefaked à l'armée. Et je lui ai demandé un conseil. Je lui ai dit comment on fait pour gérer des gens. Il m'a dit la première chose, irpatiout, l'empathie. Je pense que la première chose que je veux amener ici, c'est l'empathie. Pour toute personne, celui qui va venir faire un dossier d'Alia, qu'il ait 18 ans ou qu'il ait 90 ans, on fait monter un olé de Nice d'une centaine d'années, qui a 100 ans, la semaine prochaine. Euh, pour moi, quel que soit le olé qui part, quelle que soit sa situation, d'être là, d'être empathique, de l'aider, de lui donner le meilleur service possible. Pareil pour la jeunesse, aller voir chaque enfant, s'occuper, accepter toutes les missions qu'on nous donne. Et ces derniers temps, on nous donne énormément de missions, d'aller parler dans les Talmud et Torah, d'aller parler dans les communautés, parfois même parler à des enfants de 6-7 ans. On a une jeune shlicha de 18 ans qui fait son Shnat Shirut
dans une école, elle s'occupe d'enfants de 5 ans. Et je lui ai dit, on est là également pour éduquer les enfants. On est là pour donner de notre maximum à cette communauté avec le plus d'empathie possible. Donc ça, c'est peut-être la première chose, l'empathie. La deuxième chose, c'est Etachai Anochi Mevakesh. Je vais chercher chaque personne avec qui on pourra travailler. Il n'y a pas de grande ou de petite communauté pour moi. Toutes les communautés qui sont dans notre région dans laquelle nous devons travailler, que ce soit en France, en Belgique ou en Suisse, nous irons travailler avec tout le monde. On organise une caravane pour les petites communautés, comme j'ai dit, à partir du déconfinement. Donc, travailler avec chacun, aller chercher chaque personne avec lesquelles on peut travailler. Et enfin, la dernière chose, le faire avec le plus de sérieux, le plus de transparence possible pour être auprès des communautés un vrai acteur en qui on a confiance, à qui on vient, quand on vient poser une question, on est sûr d'avoir une réponse transparente, vraie, même si parfois elle n'est pas agréable à entendre. D'ailleurs, je crois sur la force des gens, plus on leur donnera parfois des réponses qui créent un challenge, qui créent un défi par rapport à leur alia, et plus ça les préparera. Je ne pense pas que ça décourage les gens. Si on le fait avec empathie, si on donne les difficultés, les obstacles à suivre, mais qu'on le fait avec empathie, ça donne plus la motivation, ça n'en donne pas moins. Aryeh, moi j'ai envie de te dire, pour te connaître un petit peu et avoir un tout petit peu travaillé avec toi, écoute, cette mission, tu l'abordes avec toute l'humilité, en tout cas c'est ce qu'on ressent, et l'empathie qui te caractérise, parce que tu es quelqu'un vraiment comme ça, d'empathique, d'humble. Et je te souhaite en tout cas beaucoup d'atzlacha dans cette mission qui n'est pas simple. Tu tombes dans une période pas facile. C'est un mandat qui dure combien de temps, le mandat de directeur de l'agence juive? Alors, le premier mandat, c'est-à-dire le contrat de base est de 2 ans. Après, ça peut s'allonger en fonction des volontés et de l'agence juive et naturellement de mes contraintes personnelles aussi. Alors 2 ans, je te propose qu'on prenne de temps en temps de tes nouvelles et des nouvelles de l'ALIA, de France, de Belgique et de Suisse. Qu'est-ce que tu en penses? T'es d'accord? Avec grand plaisir. Toujours un plaisir de discuter avec toi et avec Tandem de manière générale. Merci beaucoup. C'est vraiment, ça a été un plaisir de t'avoir ce soir ici. Vraiment, encore une fois, grande hatzlacha dans ce challenge pas facile qui t'attend pour, en tout cas, au moins les 2 prochaines années. Je te souhaite, je te dis à bientôt, à très bientôt. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec notre ami Pug pour le prochain numéro de 50 nuances d'antisémitisme sur Tandem 2.0. En attendant, prenez soin de vous et sortez masqués. Merci à vous, merci Aryeh. À très bientôt. Au revoir. Au revoir Aryeh.